Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis qu'on retrouve sur les applications les plus connues et vous pouvez toujours nous écrire. Il y en a qui le font de plus en plus, j'aime ça. J'aime vraiment avoir cette relation-là. Les gens nous écrivent ou encore par écrit ou encore oralement sur contact sur gillesparent.com. Mon invité est professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa. Vous le connaissez, il est auteur, conférencier, chercheur. C'est un collaborateur précieux avec nous depuis très longtemps. Avec lui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, les plus grands changements à venir dans le monde de la communication, du marketing et des médias. C'est tout un programme. Prof Dupont, bonjour. Bonjour, comment ça va, Gilles? Ça va très bien. Bien content de te parler. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. C'est large, c'est un beau sujet. Et quand j'ai fouillé ça un petit peu, parce que j'aime faire ma recherche, moi, de toute façon, quand même, je voudrais faire par quelqu'un d'autre. Je suis pas mal tout seul, comprends-tu? Quand j'ai vu ce sujet-là, j'ai dit, écoute, pour se projeter vers l'avant, avec la technologie qui va tellement vite, moi, ça me fascine. On a déjà parlé ensemble, la vitesse à laquelle tout se développe, à laquelle l'intelligence artificielle d'une part, mais l'intelligence humaine aussi, nous amène plus loin, plus vite. Moi, ça me passionne. Oui, et dans le cas de l'intelligence artificielle, Gilles, en fin de semaine, je parlais avec quelqu'un qui, lui, avait l'habitude d'engager des dessinateurs pour ses concepts. Mm-hmm. Tantôt des concepts, je dirais, publicitaires à certains égards, mais des produits également. Alors, ça peut être une couverture de livre, pour prendre un exemple concret, ou ça pourrait être une bande dessinée. Et puis là, il me montrait en fin de semaine. Alors, on avait un petit échange, puis on a fait ça sur une plateforme qui me permettait de visionner ces documents. Et j'en revenais pas. Et spontanément, intuitivement, je regardais ça, puis je me disais, par exemple, le métier de dessinateur, je crois qu'on est sur la fin. Je donnais une conférence récemment sur l'intelligence artificielle parce qu'évidemment, tous ces sujets-là, Ben oui. le futur qui s'en vient, évidemment, on se fait poser beaucoup de questions là-dessus. Je ne prétends pas que je suis un expert là-dedans, mais encore une fois, intuitivement, pour avoir joué avec la plupart de ces outils-là maintenant, par la force des choses, je m'aperçois puis je sens bien que, par exemple, écrire ton communiqué de presse, ChatGPT, il y a 2 ans, j'aurais donné 75 % pour le communiqué de presse. Oui. Là, j'y en donnerais 92 %. Alors, tu vas me dire, oui. c'est pas 100. Mais c'est qui les relationnistes que tu connais qui te donneraient 100? Tu vois un peu l'idée? Non. Puis la vitesse à laquelle la performance augmente. Oui, et l'espèce d'échange aussi. Il te dit, j'ai pas beaucoup parlé de ceci. Est-ce que tu aurais préféré que j'en parle davantage? Alors, oui, pour moi, ça, c'est un exemple. Récemment, j'étais dans une conférence. Je m'apprêtais à donner une conférence, mais j'attendais puis j'assistais à ce qui se passait avant moi. Oui. Et c'est une grande chaîne de restaurants, très, très grande, énorme au Québec. Puis, ils montraient aux gérants comment ils allaient dans le futur sélectionner les employés. Parce que, évidemment, il y a un taux de roulement qui est beaucoup plus élevé qu'autrefois. Quoique, probablement que dans les prochains mois, les prochaines années, ça risque d'être un petit peu plus lent pour d'autres raisons. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était rapide. Il était important, ce taux de roulement-là. Alors, ils ont présenté une plateforme qui permet déposer les CV des apprentis employés, donc ceux qui aspirent peut-être à déposer leur candidature. 2, sélectionner les CV. 3, organiser la prise de rendez-vous. Puis 4, noter puis évaluer chacun des candidats. Et toute cette séquence-là dont je te parle, c'était quelque chose qui s'apparenterait à l'intelligence artificielle. Alors, toute l'automatisation, là. Alors, ça dépasse. On n'est plus dans... Tu as un rendez-vous chez le dentiste, là, demain. Pourrais-tu me confirmer que tu vas être là? Ça serait comme l'ancêtre, là. Mais là, on était complètement dans autre chose. Alors, soudainement, voici un truc, l'intelligence artificielle, qui te permet de prendre des meilleures décisions, d'analyser les données. Alors, il y a des plateformes qui sont certainement meilleures que ça, que d'autres. Perplexity serait mon exemple. Perplexity, ce serait le plus proche d'un prof d'université qui est en train de réfléchir. Alors, je le dis pour ceux qui sont aux études ou qui auraient besoin d'un chercheur pas loin puis qui coûterait pas cher. Un assistant pas cher. Un assistant, moi, je le vois absolument. comme ça. Hein. Tu sais que l'intelligence artificielle, grâce à Simon Saint-Hilaire, je le vois comme un secrétaire, comme quelqu'un qui me donne un coup de main, qui me permet d'être meilleur, de peaufiner, de parfaire mes connaissances et mes idées. Toute la question, en tout cas, de la prise de décision, parce que, reprenons Perplexity, c'est qu'il va te suggérer des questions auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé.
Et ça, je trouve ça brillant. Il va toujours te donner les liens aussi pour aller un petit peu plus loin. Il est très, très fort. Alors, Chat ne va pas te faire ça automatiquement. ChatGPT ne fait pas ça, à moins que tu lui demandes. À la fin, il va toujours te faire une ou deux suggestions en disant « Veux-tu que j'aille un petit peu plus loin dans cette direction-ci ou dans cette direction-là? Et Perplexity va te mettre les questions. Toute la question des services personnalisés, les pubs ciblées, ça, c'est quelque chose, évidemment, que l'intelligence artificielle va permettre de faire très, très bien. Déjà, on est dans quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors, je te donne un autre exemple concret de ça. Mettons que toi, tu es un fan de hockey, puis tu préfères telle équipe. Tiens, Dallas. Hein? Oui, mais peut-être. Comme ça par hasard. J'ai eu du fun récemment, oui. Oui, puis mettons que moi, ça serait Ottawa. Oui. Et on visionne la même pub, dans un futur pas très éloigné. Le joueur dans la pub, ça va être un joueur de Dallas pour toi, puis un joueur d'Ottawa pour moi. Alors, c'est ça le service personnalisé. Et l'argument ne sera peut-être pas le même non plus. Alors, encore là, on est loin de... J'arrive sur un site Internet, on me demande de poser un certain nombre de questions, les chatbots, comme on les appelle communément, là, qui est juste un mot compliqué pour dire j'ai préparé toute la masse des questions potentielles qui pourraient arriver, puis voici une réponse pour chacune d'entre elles. Puis comme c'est pas mal toujours ça qui est posé comme question, une cinquantaine de questions, ça devrait faire le... Et Luc, toi qui es un professeur de marketing depuis plusieurs années, tu as commencé jeune, évidemment, pour faire des blagues, mais est-ce que le côté fascinant qu'on trouve quand on s'y intéresse, comme professeur, toi, ça t'amène à te dépasser? Est-ce que pour toi, c'est un challenge qui, en rien, ressemble, mettons, à tes 10 premières années comme prof d'université, là, ça va pas mal plus vite, là? Oui, ça va extrêmement vite parce que déjà parler de ChatGPT il y a 1 an et demi, 2 ans, les premières fois que j'ai soulevé ces choses-là dans mes cours, puis en parler aujourd'hui, c'est déjà autre chose. Ça pose toutes sortes de défis, évidemment, sur le plan universitaire, je te cacherai pas. Ben oui. Bill Gates disait il y a une couple de jours, en fait quelques jours pour être un petit peu plus précis, il disait dans 10 ans, le prof, ça va être l'intelligence artificielle. Je crois qu'on s'en va vers quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Moi, je ne te cacherai pas que j'ai souvent des discussions, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle, puis on se relance. Je pose des questions, je regarde les réponses. Parfois, ça me satisfait, parfois, ça me satisfait un petit peu moins. Je le relance. À ce moment-là, il s'ajuste, et puis on évolue avec ça. Puis quand je compare la séquence des réponses, des questions-réponses, on a avancé vers quelque chose qui est souvent... significatif. Puis, je reviens à toute la notion de création, parce qu'un prof aussi, à bien des égards, il crée constamment des choses, en tout cas, généralement, normalement. On a vu la dernière campagne de Coca-Cola durant Noël, qui était une campagne créée à 100% avec l'intelligence artificielle. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les meilleures campagnes des dernières années, puis on a dit à Coke, en fait, on a dit à l'intelligence artificielle qu'on nous donne des messages qui reprendraient ces grands thèmes-là, à l'intérieur desquels, donc, on retrouve la recette. Alors, j'ai comme donné ma recette avec les ingrédients. Pourrais-tu me confectionner quelque chose qui ressemblerait sur le plan du goût à quelque chose qu'on a déjà fait puis qui a fonctionné? Alors, dans le cas de Coke, ça a bien marché. J'en ai vu une plus récemment que je commentais d'ailleurs avec Benoît Dutrisac, avec qui j'ai aussi longtemps collaboré. Dans ce cas-ci, on était au 98.5. Puis je rappelle qu'à l'origine, c'était une recherchiste qui était de passage à Québec et qui nous avait entendu jaser, toi et moi, à la radio. Elle avait dit, il faudrait avoir ça, Bruno. Et qui m'avait contacté en disant, ce que vous faites avec lui, pourriez-vous venir le faire avec nous? Mais alors, je reviens à Benoît. Oui, mais oui. Benoît tombe sur une campagne publicitaire, il la trouve superbe, puis ce qu'il constate à la fin, ce qu'on y apprend, c'est que toute la campagne a été conçue complètement à l'intelligence artificielle. Alors, l'exemple encore là que je prendrais si on était dans l'industrie du voyage, dans le temps, il fallait que tu fasses tes valises, puis que tu te déplaces, puis que tu filmes sur place quelque chose en disant, voilà la destination X, je sais pas moi, Aruba, on va rêver des... Nassau, dans ton cas. Oui, bien sûr. OK? Avec le building et tout ça, l'édifice, le condo, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'aurait même plus besoin de se déplacer. Il y a assez de contenu, je suis convaincu qu'il y a assez de contenu actuellement pour être capable de faire monter, en guillemets, la publicité de toute pièce sans se déplacer. Alors, soudainement, on passe de « ça me coûterait 500 000 $ déplacer 2-3 personnes puis faire du stock shot puis tout ça » à « j'ai pas besoin de faire ça, il y a une application qui permet de le faire ». Et moi, j'ai vu des choses qu'on est en train de travailler là-dessus, encore une fois, puis j'y reviens, mais c'est très important. Intuitivement, je le sais qu'on est sur la fin de quelque chose, puis sur le début d'autre chose. Oui. Puis les utilisations possibles sont plus grandes que ce qu'on en fait maintenant. On est en train de tâter le terrain. Je te donne un petit exemple qui est relié plutôt à la technologie puis aux moyens technologiques.
impressionnants qui permettent de faire des choses qui auraient été très, très dispendieuses, donc on n'aurait pas fait. Exemple, moi, j'écoute beaucoup d'émissions avec ma blonde parce qu'on sait qu'on s'est rendu compte un bout de temps qu'on ne pourra pas faire le tour du monde des endroits où on va aller. Tu sais, on aime voyager. Tu comprends, Luc? Oui. Et les grandes émissions, surtout françaises, mais il y en a au Québec aussi qui sont bien faites là-dessus, des émissions Canal Évasion, des émissions comme ça, utilisent énormément les drones. Tu me vois venir, hein? Les drones permettent d'avoir des images fabuleuses, exceptionnelles, du haut des airs. Ça ne coûte pas des millions, là, mais ils peuvent plus s'en passer. Toutes les émissions comme qui sont faites en France par la télévision française, TF1 et tout ça, qui font des grandes émissions de 1h30 de voyage et autres, ils l'utilisent abondamment. Ça nous permet d'avoir des vues exceptionnelles qui nous permettent bien... Tu comprends? Juste un élément comme ça, le drone, parce qu'on a beaucoup parlé du drone, il va livrer de la pizza, il va faire ci, faire ça, il va transporter du monde. Mais dans les faits, là, ce que nous autres, on voit dans le public, là, c'est ce genre d'émissions-là qui permettent de magnifier ces voyages-là. Puis c'est un exemple, mais c'est lié à la technologie et à l'avancement rapide de la technologie. Oui, c'est drôle que tu racontes ça parce que parmi les trucs, on a tous des trucs bizarres qu'on suit, qu'on aime sur YouTube. Puis évidemment, l'algorithme, à certains égards, l'ancêtre de tout ce qu'on est en train de se raconter là, l'algorithme, souvent, au départ, il ne réfléchissait pas, c'est-à-dire qu'il constatait que visiblement, tu aimes tel sujet, donc il t'en donnait. Ah oui. Hein, récemment, par exemple, complètement par accident, je décide, tiens, le référendum de 80, c'est loin, loin, loin. Je regarde par hasard, je m'enfarge sur un de ces documentaires-là. Et par la suite, YouTube m'a fait toute une série de suggestions là-dessus. Son petit défaut, remarque, c'est qu'une fois que tu regardes accessoirement quelque chose, souvent, il prend pour acquis que tu veux encore en voir autre chose là-dessus toujours. Hein? Oui, oui. Alors, peut-être que tu ne veux pas regarder 20 documentaires là-dessus, on se comprend. Mais je reviens à ton drone. Moi, il y a un gars qui fait le tour des Caraïbes. On a tous une passion secrète dans la vie. Moi, c'est la mienne. C'est ça. On a tous des facettes les îles, moins connues, moins publiques. Mais moi, c'est ça. Oui, moi, les Caraïbes, c'est demain matin, en tout cas. Tu pourrais vivre là. Peut-être après-demain, c'est ça. C'est te dire comment c'est pas loin dans ma tête. Mais as-tu une job où un jour, tu pourrais, de façon volontaire et assez fréquente, mixer le virtuel et le présentiel? Est-ce que tu regardes ça pour, mettons, quand tu voudras ralentir un peu? L'Université d'Ottawa, et chaque université a une réponse différente à ta question. En tout cas, si je me fie à ce que j'ai entendu de collègues de d'autres universités, là, puis je pourrais les nommer, dans certains cas, on a donné carte blanche, littéralement, aux professeurs, en disant, si vous voulez être en personne, faites-le. Si vous préférez être en virtuel, vous pouvez donner tous vos cours en virtuel. On se racontera pas d'histoire. Le cours en virtuel n'est pas de la même qualité que le cours en présentiel. Certains. Persuadé. Et j'entendais récemment quelqu'un d'une banque américaine très importante qui a dit, si vous voulez rester à la maison en pyjama, ça s'appelle la fin de semaine. Puis vous pouvez faire ça. Mais la job, en réalité, c'est du social. Puis sais-tu quoi? C'est ça. Alors, je te donne là aussi un exemple. J'ai des étudiants actuellement qui voudraient que je les suive à la maîtrise. Mais si je ne les connais pas, parce que je ne les ai jamais vus ou je ne les ai jamais rencontrés en personne, face à face, là. Oui. C'était le fameux Zoom. D'ailleurs, je donnais un cours Zoom ce matin. 100% des caméras fermées. 100%, Gilles. Donc, est-ce que tu penses que je peux, après ça, m'embarquer avec quelqu'un pendant 2 ans et demi? Mais non. Sur une maîtrise? Mais non. La réponse courte, c'est évidemment non. Je reviens aux Caraïbes, maudit, comprenez. Ah, c'est le fun. Nous autres, on tire partout, mais ça vient. On fait juste commencer. Je fais pas exprès, je suis vraiment de même. D'ailleurs, il y a des gens autour de moi, mais communément appelés la maison, qui disent des fois, peux-tu nous caler quand tu changes de sujet? Parce que des fois, on a de la misère à suivre. C'est dit gentiment, évidemment. Ben oui. D'ailleurs, je le dis maintenant à ChatGPT, à un moment donné, parce que souvent, il va prendre tes questions précédentes puis il fait le lien avec les questions futures. Ouais. Maintenant, je lui dis, je change de sujet, juste pour être sûr qu'il ne va pas mélanger les 2 sujets. Mais je reviens aux Caraïbes, je suis le gars. Alors, c'est un gars qui n'a pas de moyens. C'est une histoire assez drôle, d'ailleurs. C'est un gars qui conduisait des jets, puis un matin, il fait un problème au cerveau. Oui. Puis dans ce cas-ci, évidemment, on lui annonce qu'il ne pourra plus jamais conduire d'avion. Mais c'était sa job. Alors, sur le coup, évidemment, il passe plusieurs semaines à l'hôpital. Il est complètement découragé. Il vient de perdre son gagne-pain, puis c'est ça qu'il aimait. Il a eu une idée géniale. C'est d'acheter un voilier et de faire le tour des Caraïbes. Vois-tu comment, parfois, quelque chose qui est profondément... Ce qui était accessible et qui n'était pas loin de son plaisir, dans le fond. Oui, remarque. Puis il y a le petit côté solitaire, parce qu'en réalité, le pilote d'avion, il
il est souvent tout seul, même si on dirait non, il est dans l'avion puis il y a plein de monde en arrière. Remarque que je te dirais qu'à certains égards, conférencier, c'est un petit peu ça. Puis prof, c'est un petit peu ça aussi. C'est trompeur. On se dit, non, il y a plein de monde autour. Oui, mais en même temps, c'est pas tout à fait ça. Dans tes conférences, parce que tu viens, on tire partout, on continue à tirer partout. Tu viens d'évoquer les conférences. Je sais que tu en fais quand même pas mal dans une année. Tu me disais à Monique, tu demandais aux gens de lever la main. L'intelligence artificielle, ça fait pas longtemps, là, il y a 2 ans, 1 an et demi. Est-ce que ça change? Est-ce que tu vois l'intégration de ces nouvelles technologies qui s'installent chez le public? Oui, puis les gens réalisent que ça va tout changer. Alors, récemment, je fais dans le cas d'un SADC, je me promène évidemment aux 4 coins du Québec. Ils veulent ça. C'est la conférence sur l'intelligence artificielle pour les petites entreprises, les PME. Alors, toute la question de l'automatisation. En quoi ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est plus que les rendez-vous, évidemment. Ben oui. Les meilleures décisions. Alors, l'analyse des données, les services personnalisés, c'est la pub ciblée, les chatbots, etc. Tout ça. Et il y a quelqu'un à la fin de la conférence, et j'étais en région, je le précise, Gilles, parce que parfois il y a des gens qui pourraient dire, à tort d'ailleurs, je le précise, mais ils pourraient dire, est-ce que nous, ça nous concerne autant que, par exemple, au centre-ville de Montréal? Mettons, quelque chose comme ça. Oui. Et la personne qui m'avait invité avait ce petit doute-là. Elle se disait, est-ce que je vais trop vite en affaires? Et la première question qui m'a été posée, c'est par un comptable qui était dans la salle. Et il me dit, monsieur, je viens de vous écouter, je commence à penser que ma job, comme je la fais là, il en reste plus long. Là, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, monsieur, vous avez exactement compris l'objectif de l'intervention d'aujourd'hui. Effectivement, tu auras compris que, je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à faire ton impôt avec un TurboTax ou autre truc. L'étape d'après, là, au lieu de les fenêtres qui apparaissent, là, où on va jaser, puis on va échanger, puis on va... On est déjà là. On est-tu d'accord? Oui. N'importe qui l'a essayé. Oui. Alors, le comptable, si tous tes papiers sont déjà dans le système, puis tu rentres, puis tu fournis ça à l'intelligence artificielle. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, par exemple, qui me dit, dans le temps, j'avais mes boîtes pour l'impôt. Puis il dit, là, je scanne mes reçus, puis tout ça va automatiquement au bon endroit. Pour les chaque ça se classe. Puis quand tu arrives à la fin de l'année, ça prend 3 minutes. C'est fait. Mais c'est fait. Il est déjà fait, c'est ça, je comprends. Tout est là. Juste à signer en bas. Tout est fait. Alors ça, et tu peux recevoir ton montant d'argent si tu as un retour. Si tu as un retour, tu peux l'avoir assez rapidement en ligne. Tu auras aussi. Alors tout ça est automatisé. L'autre question, ça a été la deuxième. C'est quelqu'un qui dit, mais si on était capable de croiser toutes les données de toutes les études avec tous les dossiers médicaux des gens à travers le temps, on serait probablement capable de découvrir des choses dont on ignorait l'existence. Par exemple, si tu prends telle pilule, curieusement, ça a tel autre effet sur telle autre affaire. Okay. Et effectivement, additionner les informations pour voir les impacts que ça a eu réellement sur 25, 30, 40, 100 ans. Oui, et là, j'entends des gens me dire « Ouais, mais là, monsieur, moi, c'est mon dossier, il est personnel et tout ça. » Alors, je peux te dire que dans certains marchés, peut-être pas les nôtres, mais dans d'autres marchés, c'est déjà quelque chose qu'on fait. Alors, on donne accès à cette information-là en n'identifiant pas nommément les personnes, puis on est capable déjà de commencer à conclure un certain nombre de choses. Évidemment, tu me diras, sur le plan éthique, ça pose toutes sortes de problèmes. Effectivement, puis c'est drôle parce qu'on se parle aujourd'hui et on apprend ce matin qu'il y a une poursuite importante en lien avec l'intelligence artificielle aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a tapé son nom puis qui a demandé à l'intelligence artificielle c'est qui, lui? C'est qui, ce gars-là? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Tu vois un peu l'idée? Oui, absolument. Puis il a appris qu'il avait fait de la prison, puis qu'il n'était pas gentil, puis qu'il était méchant, puis que... Vois-tu un peu l'idée? Qu'il participait à tel groupe révolutionnaire. Alors, il dit, mais c'est complètement faux. Alors, évidemment, il contacte l'intelligence artificielle de la compagnie en question, Facebook, pour ne pas la nommer, qui, avec tout data qu'ils ont depuis des années puis des années de gens qui chicanent sur Facebook. Tu peux imaginer tout ce qu'ils sont capables de conclure puis de comprendre. Et Facebook n'a pas ajusté le tir. Donc, il dit, je continuais jusqu'à tout récemment à taper mon nom, puis j'étais un bandit qui avait fait de la prison. Mais il dit, je sais que j'en ai jamais fait de prison. Et il a demandé à Meta, Facebook, donc, de corriger ça. Puis ils viennent juste de le faire. Alors ça va être quelque chose qui va certainement donner naissance comment ça, on à un explique, procès extrêmement important. Oui, et comment on a... Est-ce que lui a une idée de comment ça a pu se produire? Non, pas du tout. Celui qui fait la plainte? Non. Parce que s'il n'a jamais été, il n'y a rien dans ses activités. Un petit bout de ça, c'est qu'encore une fois, je te rappelle, l'intelligence artificielle, elle s'alimente où? Des échanges. Maintenant, tu as des plateformes
mettons, de potinage, on va les appeler comme ça. Okay, elle prend compte de tous les échanges, pas juste les nouvelles officielles. Tout. Les chats, c'est tout. Oui, puis tu peux pas mettre, mettons, 100 points à du potinage sur Reddit. On est d'accord? S'il y avait 50 points puis il y a 100 points, donc, à un moment donné, alors, ils l'ont pas fait. Puis, évidemment, dans le cas des médias traditionnels, puis c'est un peu tout le débat, c'est qu'est-ce qui est la vraie nouvelle, qu'est-ce qui est pas la vraie nouvelle. Mais c'est sûr qu'à la fin, il faut s'alimenter à quelque part. Il ne peut pas l'inventer. Si tu lui demandes, tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé au Québec à tel moment, il va aller gratter des bases de données, puis il va trouver la réponse. Mais ce n'est pas lui spontanément qui trouve cette réponse-là. Fait que ça va être intéressant dans les prochaines années. Qui aura le droit d'alimenter ou pas ça? Puis là, tu vois tout de suite les enjeux de ça, parce qu'il y a des vérités qui ne sont peut-être pas absolues qui vont le devenir. Puis il y a peut-être des faussetés qui vont devenir des vérités parce que on va s'abreuver plutôt à telle banque de données qu'à telle autre. Puis là, j'entends le débat éternel. Il y a toujours comme entre guillemets, les vrais médias, comme s'il y avait les faux médias. Puis on prend toujours pour acquis, en tout cas les bien-pensants, que les vrais médias, c'est les médias reconnus, les médias traditionnels. Et souvent, on commet l'impair de penser que parce que quelqu'un n'est pas dans un média reconnu, il n'est peut-être pas bon ou il ne connaît pas son affaire. Moi, je reviens encore une fois à ce que je regarde sur YouTube. J'ai toute une série de... J'en ai un que je regarde, c'est l'industrie de l'aviation, Gilles. Au sens propre du terme, on dirait que c'est un gars qui n'est pas un expert de ça. Maintenant, je suis absolument convaincu que ce gars-là connaît ça plus que n'importe qui écrit dans un magazine quelconque d'aviation sur la planète Terre. Tu vois un petit peu l'idée? Oui. Et de la même manière que mon gars tantôt des Caraïbes, il utilise abondamment les drones, pour revenir à ça. Là, oui, mais bon, et les images sont hallucinantes, extraordinairement léchées. Et tu as sur YouTube des gens qui ne font qu'utiliser des drones puis de nous montrer des images d'un peu partout sur les Caraïbes. Tranquility, j'en ai un en tête tout de suite. Moi, souvent, le vendredi, on a besoin d'un petit moment de repos. Relax. Si on veut que ça soit... Avec un petit verre de... Peut-être un petit rosé? Oui, moi, c'est... Oui, moi c'est plus une petite bière. Ouais, bière froide. Une petite bière froide. Tu as le droit de tout illégal. Quand on est dans les Caraïbes, un petit Romanco, on se fait croire qu'on est là. Puis on se met de la petite musique du steel drum aussi. Là. Tu vois un peu le genre. On jouait à ça en fin de semaine d'ailleurs. Et ça marche. Mais les images qu'il fait et le montage qu'il fait est absolument extraordinaire. Puis j'en suis un autre qui fait un travail identique sur les médias, dans les Caraïbes. Lui se spécialise dans les îles Vierges britanniques, entre autres. Pas exclusivement, mais principalement. Il est écœurant. Alors, récemment, je me disais, mais il est donc bien bon. Et c'était le producteur d'un show de télé-réalité de chansons aux États-Unis. Là, très, très... dans le genre American Idol, tu vois le genre. Okay. Alors, c'est sûr que lui, par des formations professionnelles, il fait des contenus absolument extraordinaires. Puis probablement que dans ce cas-ci, il se laisse aller parce que là, il n'y a pas de boss. Puis il fait ce qu'il a le goût de faire. Alors, c'est sûr que tout ça, puis il y a plein de vidéos que je regarde maintenant qui sont aussi alimentées par des images d'intelligence artificielle. Ça, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. C'est pas encore toujours au point. Alors, je sais pas, par exemple, on te parle d'une ville, puis on te montre New York, puis on était plutôt à Boston, tu vois un petit peu l'idée? Là, ça cloche. Mais sinon, c'est sûr que l'intelligence artificielle va tout transformer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore... On le voit, puis même si ça va vite, il y a de l'apprentissage. Je te donne un exemple, celui du cinéma à grand déploiement. On arrive dans une période, au mois de mai, où les blockbusters commencent, tu comprends? Ça m'a frappé. On en a parlé récemment, puis je disais, voyez-vous, c'est parce que la possibilité actuellement de faire des films catastrophes est multipliée, puis beaucoup plus simple. Tu comprends que c'est bien plus simple. Avant, il fallait faire des décors, les démonter, il fallait que ça ait l'air vrai. Là, on parle d'il y a 40 ans. Là, tellement que la démesure actuellement fait que la plupart de ces films-là, pour le dire en bon québécois comme nos jeunes, deviennent boring. Parce qu'on, tu sais, quand même que tu ferais exploser 7 villes en ligne, 16 avions, on sait que ça se fait par la technologie. Mais c'est pas plus intéressant, tu comprends, Luc? On va dans l'extrême. On s'est dit, là, on peut tout faire. On peut avoir 8 monstres, 3 King Kong, puis avoir l'air de manger, puis arracher. Non, c'est correct. On sait que vous pouvez le faire. Par contre, ça rend pas ça plus intéressant. Vous êtes dans des mesures. Ramenez-nous un peu. C'est pour ça que quand Tom Cruise a fait son film numéro 2 sur Top Gun, on s'est tous dit, oh, tu te rappelles, l'impact, ça a été quoi? Ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 an ou 2. Oui, on a dit, quelque chose qui ressemble à du vrai, qui est probablement vrai. Dans un monde où tout est faux, surtout au cinéma, je te parle encore des films catastrophes, les films de grand déploiement, on sait tous, mais moi je trouve ça intéressant parce que ça c'est un bel exemple de la retenue que certains créateurs doivent avoir parce que c'est pas parce que tu peux le faire que ça va être intéressant.
Oui, et l'exemple, moi, que j'aurais, j'aime beaucoup la série Rapide et Dangereux, Fast and Furious, mais récemment, j'ai des cascades impossibles. Donc, c'est comme... Hein, C'est l'avion impossible, à c'est vol, impossible, là. c'est ça, c'est impossible. C'est ça. Alors, l'avion, elle ne peut pas voler, puis pendant qu'il est dans les airs, il ne peut pas se rattacher à l'autre avion d'à côté. Tu sais, alors, le plaisir que j'avais autrefois de dire ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on pourrait faire, puis alors ce souci de réalisme-là, il n'est pas négligeable, fait que j'ai de la misère à embarquer. C'est trop fort. Si on était dans la science-fiction, je te dirais, en rentrant dans le cinéma, je te dirais, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais on n'est pas dans la science-fiction. On est dans quelque chose, des voitures, puis des courses et tout ça. L'autre exemple que je te donnerais, encore une fois, toujours dans ce que tu racontais il y a 2 instants, je suis sciemment sur YouTube des comptes de gens qui n'existent pas. Alors, je le sais qu'ils n'existent pas. Et c'est marqué? Est-ce que c'est marqué d'entrée de jeu quand tu arrives sur le site? Il faut être attentif. OK. Mettons que c'est écrit en petits caractères, mais évidemment, la première fois que je les ai suivis, au départ, je le voyais. Ça se voyait. Là, il s'agit que je les suive moins attentivement. Je tombe sur du stock ou des produits plus récents. Là, je le vois presque plus. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent des classiques du cinéma. Alors, reprends n'importe quel film que tu connais, que tu as aimé. Tiens, celui que j'ai vu récemment, c'était Retour vers le futur. OK. Ils font exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire n'importe quoi maintenant, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, le vidéo n'est pas plus intéressant parce que ça nous rappelle qu'à la fin, c'est pas parce que tu peux faire n'importe quoi que n'importe quoi va être intéressant. C'est sûr. Ça reste toujours à la fin une histoire. Et les problèmes de Disney, je pense que c'est une partie, c'est ça, c'est que tu avais autrefois des gens qui étaient capables de raconter des histoires. Ces gens-là ont été mis dehors. Ils ont été remplacés par des gens qui sont meilleurs pour concocter des images, mettons, séduisantes ou renversantes. Et ça fait que l'histoire n'est pas meilleure. Alors, ça, en même temps, à la fin, pour le moment, à tout le moins, on a encore besoin d'humains. Ce qui est curieux, c'est que, Luc, on a beaucoup parlé de ça dans nos chroniques. Ça fait 20 ans qu'on fait des chroniques, puis je vois la progression, mais je me rends compte qu'il y a des nouveautés, puis vraiment qui sont très, très proches du grand public. Là. Prenons 2 choses, donc, se parler, puis avoir la vidéo. Donc, tout ce qui s'appelle les messengers, tout ça, t'es d'accord que c'est impressionnant. Ceux qui sont utilisés en Europe, là, c'est quoi? C'est chat, pas chat, mais c'est quoi là, celui qui prend tout le temps? WhatsApp? WhatsApp, très, très, très fort en Europe et dans les îles, un peu partout. C'est à peu près juste ici qui est possible. Un petit peu, mon fils me disait que les jeunes commencent à le prendre plus. Mais donc, c'est un acquis maintenant. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, je me rappelle, j'étais à Choix en 2001-2002. On commençait à dire ça, bientôt, on va voir quand on était jeune, c'était les autos qui allaient voler. Puis après ça, c'était on va se voir dans le téléphone, tout le monde va. On riait parce qu'on disait ça n'arrivera pas. Maintenant, c'est plus qu'acquis. On s'en sert, puis ça fait partie de la vie, puis on se pose pas de questions. C'est normal, c'est intégré. Les drones, c'est la même chose. On s'en rend pas compte. On se dit, hey, ça, c'est pris par un drone. Tu vois, ça se peut pas. Avant, il aurait fallu qu'il prenne une échelle dans un bateau, il y a de la montée de 40 pieds avec une grue, puis il aurait pris une image qui nous aurait Aujourd'hui, ils peuvent faire. Tu comprends? Donc, c'est intégré aussi dans les moyens. Fait que c'est ça que je trouve intéressant. Assez rapidement, dans une société comme la nôtre, en dedans de 10 ans, 15 ans, l'apprentissage se fait, la pratique se fait, c'est intégré. C'est comme si on passait à d'autres choses. On attend la prochaine affaire. Et ce qui faisait la force, pour revenir à ton exemple des documentaires dans les airs, là, où on fait le tour d'une île, par exemple, ou d'un certain nombre de plages, autrefois, c'était réservé à une infime catégorie ou pourcentage de personnes qui avaient accès à ces moyens-là. Ben oui. Ça prenait dans le temps un hélicoptère en passant. Et voilà. Mais j'en ai pas d'hélicoptère. Puis je suis pas capable d'en piloter un non plus. Puis je suis plus sûr ces temps-ci que je voudrais monter là-dedans. Mais le drone, pas cher. Puis encore une fois. À la rigueur, tu peux louer le drone. Tu n'es pas obligé de l'acheter en passant. Je le vois. Puis le drone, maintenant, il est capable de faire des trucs complètement capotés. Alors, moi, quand il le met en marche là, sur son voilier, il dit à sa blonde, va t'asseoir en avant du bateau. Et le drone suit la fille. Et le drone est peut-être à 25 pieds en avant du bateau. Oh, c'est ça qui est. Puis il suit la fille. Ça fait des shots écœurantes, là. Visuellement, je dirais même une chose. Il n'y a aucune station de télévision avec des professionnels, là, des gens qui font ça du matin au soir, qui peuvent battre ce que je suis en train de te décrire. Mais ça, c'est un ex-pilote d'avion qui conduit des voiliers qui fait ça maintenant. Alors, évidemment, c'est une révolution
extraordinaire. Mais pense-y, moi, je ne veux pas te relancer, mais je vais aller dans la même lignée. Quand je te parle des émissions françaises, comme Échappée belle. Moi, nous autres, dans ma famille, tout le monde enregistre ça, parce que c'est 1h30 d'un endroit, mettons, la Côte d'Azur. Et là, le drone fait un travail, surtout pour les châteaux. Parce que les châteaux, oui, on va monter en haut, tu peux jamais aller en haut complètement. Fait que là, tu as des châteaux, après ça, tu as les vignobles, tu vois les gens travailler, puis après ça, des esquisses. Le drone suit des fleuves. Puis tu fais... En réalité, je disais à ma blonde, écoute, c'est curieux de dire ça de même, mais si tu voyages, tu fais un pack-sac, tu décides d'aller, par exemple, je sais pas, moi, à Aix-en-Provence, puis tu t'en vas promener dans ce coin-là, très beau, c'est très étudiantin. Même si tu es là, même si tu as 2-3 semaines, jamais tu vas être capable de voir autant que Échappée belle va t'en présenter à 1h30. Jamais. Parce que les autres condensent peut-être 15 heures de tournage, ils mettent le... Fait que tu sais, je me dis... Je suis capable de dire avec la... Ajoutons à la technologie, c'est super drôle. Ajoutons à ça nos télé 60 pouces, nos systèmes de son, la barre Bose, le son, puis tout. On a ça. On a ces images-là exceptionnelles. C'est un voyage, même si on reste assis sur notre pouf dans la maison, qu'on pourrait même pas faire en personne. Oui. Pense-y. Oui, puis on parle de technologie. Évidemment, l'échange qu'on a là, toi et moi, chacun avec notre micro, j'utilise maintenant pour mes... T'es pas mal à Ottawa présentement, mes toi, là? conférences. J'ai une caméra 4K pour les conférences quand je jase, parce qu'il y a parfois des gens qui préfèrent avoir ça virtuellement. C'est évidemment quelque chose qui était impossible de faire autrefois. Puis ton exemple de Échappée belle, qui est une émission que j'adore, je vais le dire, sans surprise, ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage, toi et moi. Ah, mais c'est... Je les voyais récemment. Ils ont déposé l'émission qui se déroulait en Guadeloupe. Oui. Ils ont fait la Dominique et ils ont fait Saint-Barth. Et je suis allé à Saint-Barthélemy une couple de fois et ils vont toujours me battre. Sur le plan visuel, ils sont capables aussi de mettre l'image, ou en fait le drone, là, ils le mettent au-dessus du port, puis ils sont capables de se promener à côté du... Dans le temps, il y avait le navire ou le yacht d'Abrainovitch, là, qui a été saisi, je crois, depuis. Je le donne sous toute réserve. Mais, alors, ça, c'est des choses absolument extraordinaires. Mais oui, puis dans tous les cas, se promener dans le désert ou faire le tour de ce qu'on appelle des sandbars, là, des bancs de sable, là, ils sont capables de faire un travail extraordinaire. Puis je les ai vus, tu les as certainement vus aussi, l'émission qu'ils ont fait à Tahiti. Oui. J'en manque pas beaucoup, je les enregistre. À mon avis, Tahiti, moi, je pense que c'est la meilleure qu'ils ont fait. Puis ils sont venus au Québec. Oui. Ils sont venus au Québec. Absolument. Puis ils ont fait l'émission Montréal. En hiver, un peu aussi à Québec, je pense. Oui, mais ils ont fait l'émission Québec. Et quand je dis Québec, là, c'est Québec, la ville. La ville. C'est ça. Alors, ils l'ont fait aussi. Puis, sais-tu quoi? C'est tellement bien tourné, encore une fois avec drone, que quand il te montre le froid, là, on voit en fait la neige. Tu vois-tu, je me suis même trompé. Tu sens le froid. Tu sens le vent. Alors, c'est des choses extraordinaires. L'intelligence... Deux questions qui me viennent en tête, parce que tu as parlé d'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'on devrait savoir c'est quoi la différence entre quand on dit IA seulement puis générative? Oui, dans un premier temps, c'était plus une intelligence artificielle qui analysait les choses. OK. Là, elle génère des choses. Non, alors que là, générative, elle crée des contenus. Okay. On voudrait faire une histoire simple. Alors, images, je t'en parlais tantôt. Moi, les dessinateurs, les photos, à la limite, je suis sûr que tu vois des choses sur Twitter, sur X. Moi, je vois beaucoup défiler de choses. Ce matin, c'est drôle, je me lève et je ne sais pas pourquoi X a pu penser que ça pourrait m'intéresser, mais j'avais une image du géant ferré en train de jouer à un jeu vidéo dans une arcade. Puis c'était un combat de lutte. Je ne sais pas si tu vois un peu la scène. C'était une image créée par l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que c'était bien fait? Et c'était très bien fait. Il reste encore un tout petit. C'est l'œil, là, te le dit. Hein? Il y a toute une théorie là-dessus pour les robots. Hein? Parce qu'à un moment donné, on va être proche des robots qui vont ressembler aux humains. Puis là, on va commencer à ressentir un malaise. Il y a toute une théorie là-dessus dans l'industrie du robot. Là, que tant qu'on voit la différence, ça fonctionne. Mais quand on va être proche, on va avoir une espèce de petit malaise. Un peu comme quand tu vas au zoo, puis tu es dans le rayon des gorilles, Gilles. Tu remarqueras quelque chose, tu le regardes se gratter la tête ou lancer une motte d'herbe. J'ai déjà vu ça au zoo de Granby. Et je voyais autour de moi que les gens étaient comme, dubitatif, là, tu sais, un peu. Mais il l'a lancé comme un joueur de baseball.
mais c'est pas un joueur de baseball, c'est un gorille. Alors, il y a tu vois un petit peu l'idée? Oui. C'est que des fois, on a le sentiment qu'on n'est pas loin. Et moi, je suis sûr, évidemment, je ne sais pas si on va le voir de notre vivant. D'après moi, ça va être sans fesse, Gilles, mais les robots proches, là. Et c'est drôle encore là ce matin, avant qu'on se parle. C'est une des dernières choses que j'ai vues sur X ce matin. Ils viennent de lancer le robot qui va faire le ménage chez toi. Et ils disent que c'est pas aussi évident que tu pourrais le penser parce que quand ils ramassent la chemise puis les bas, etc., là, il met quoi à quelle place? Qu'est-ce qu'il met dans le lavage? Tu vois un peu encore là le défi. La séparation des couleurs. Puis je l'ai vu, il est capable de faire la bouffe aussi. Alors, combien de gens qui nous écoutent, détestent peut-être préparer les repas? J'en ai connu beaucoup dans ma vie. On parle souvent des gens qui aiment préparer les repas, mais la réalité, je prétendrais qu'il y a plus de gens qui détestent les préparer que les préparer comme ça. Plus de gens qui aiment manger que de le préparer. Oui, et je crois. Et même si c'est à la mode de dire non, moi je prépare, puis on a du plaisir, puis on va faire nos propres pâtes à spaghetti. Ben oui, bien sûr. Okay. Tu le fais une fois, puis après ça, tu remets ça en garde-robe pour 5 ans. Moi, c'est ça. Alors... Mais c'est ça. Alors, c'est assez remarquable ce qu'on est capable de faire. Puis, on parlait donc, j'y reviens, l'intelligence artificielle générative, ben c'est ça. C'est les images, c'est les vidéos. C'est, à la limite aussi, sur TikTok, ben je veux une chanson à la Taylor Swift. Puis j'en ai une. Puis dans le fond, si je connaissais pas son répertoire, sais-tu quoi? Ça sonne exactement comme Taylor Swift. Et je ne sais pas si je t'ai raconté déjà dans une intervention précédente, j'ai un ami qui a fait une chanson qui porte sur mon chien. Puis, si tu m'avais dit que c'était un professionnel qui avait fait ça, là, je te croirais. Puis ce qu'il a simplement fait, c'est qu'il a mis 3-4 phrases générales. Mm-hmm. Puis ça a donné une chanson qui était franchement pas mal bonne, je dois dire. Mais justement, faut parler parce que dans ce saut en avant duquel on parle aujourd'hui, quand on parle de créativité, de droit d'auteur, tout ça, c'est un problème? Parce que je sais que ça a été évoqué, là, jusqu'à quel point, même dans le temps, tu as eu des poursuites mémorables dans le monde de la musique parce que tu avais, tu sais, je me rappelle de My Sweet Lord de George Harrison, ça a été très, très, très connu, puis c'était une toune, parce que je veux dire, là, une toune des années 60, là, moi, je me demandais si ça se ressemblait, mais peu importe, il y a eu quand même des millions qui ont été donnés. Qu'est-ce qu'il y en est du développement rapide des coïncidences, des apparences, puis des droits d'auteur mêlés à ça? Oui, puis c'est tout un défi. On parle souvent de ce qui pourrait sauver les médias traditionnels. Moi, je pense que c'est ce que tu décris là, Gilles. Je reviens un petit peu la toune, excuse-moi, mais ça me revient. He's so fine. En tout cas, peu importe, c'est une vieille toune, vous n'avez pas besoin de la connaître. He's so fine, c'est ça. Oui, puis il n'y a rien non plus qui va empêcher qu'éventuellement quelqu'un va peut-être nous faire croire qu'il a trouvé des vieilles chansons des Beatles. Oui, je crois que ça va arriver. Il y a quelqu'un qui va probablement. Tu as raison. Il y a quelqu'un qui va nous le faire, puis tu vas les écouter, puis tu vas dire, ben oui, effectivement. Puis là, tu as peut-être 1 ou 2 puristes à la planète Terre qui vont dire, à cette époque-là, il était plutôt dans, mettons, la séquence bleue ou je sais pas quoi, verte, peu importe la couleur. Puis ça peut-être, ça serait pas ça. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui va nous réussir à nous passer dans la mythe. Mais avant l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est arrivé aussi. Par exemple, tu te souviendras, il y a plusieurs années maintenant, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai retrouvé le document dans lequel Hitler racontait chaque matin sa journée, là, son journal de bord. » Oui. Puis il l'a vendu. Puis évidemment, on s'est aperçu à un moment donné que c'était pas ça. J'ai souvenir dans une campagne électorale, on avait dit « J'ai trouvé la lettre dans laquelle on avait dit que peut-être Bush n'avait pas besoin d'aller faire la guerre du Vietnam. » Puis c'est quelqu'un qui connaissait ça beaucoup, qui a dit à un moment donné, ce caractère-là typographique qui est dans la lettre, là, il n'existait pas dans ces années-là. Mais sinon, je suis convaincu qu'il y a des événements où il y a des choses qu'on va penser qui ont été, par exemple, racontées ou dites ou montrées, puis on va apprendre que ça ne s'est jamais... J'ai hâte de voir comment on va réagir. Je pensais à des choses qui ont été virales. Je pense à un exemple qui me revient, va t'expliquer, puis je te ramène à quelque chose de très, très récent. Puis j'ai un questionnement, puis j'ai hâte de voir comment on va se questionner, puis comment on va apprécier ça ou se lasser. Rappelle-toi, quand tu as eu le 11 septembre en 2001,
il y a eu ce qui a été viral, c'est le monsieur avec ses mitaines. Je ne sais pas si ça rappelle de ça. Il était partout, il était sur les toits. Tout le monde l'a repris. Puis, en fait, il mettait cette photo-là des mitaines, ou je ne sais pas trop quoi, le monsieur. Il apparaissait partout. On le mettait à toutes les sauces. Mais c'était mal fait, c'était tout croche. Puis ça faisait rire le monde parce qu'on disait, il est encore là, il est encore. Tu sais, c'est comme si on le plaçait là, dans un édifice, on le plaçait dans un McDo, il était en train de servir cette bonne avec ses mitaines qui était sur le top de bon. Mais là, aujourd'hui, on a une affaire qui est devenue virale aussi, qui est beaucoup mieux faite, c'est Trump en pape. Tu as dû le voir, là, c'est partout sur le web. Oui. Il est assis, puis avec tout. Mais évidemment, c'est extrêmement bien fait. Tout comme Trump avec le président russe qui dansent sur Stayin' Alive, n'importe quoi. C'est mieux fait. Très, très bien fait. C'est très bien fait. Mais, on avait une discussion, ma blonde et moi, on est tous les deux du monde des médias, puis on se disait, la multiplication de ces bienfaits-là, pas le bienfait d'un mot, mais bien réalisé, OK, fait que c'est moins intéressant. On les regarde pas tous, parce qu'il y en a tellement, tu comprends? Ouais. Fait que je me disais, c'est comme si on faisait la sélection. Je me demandais si on allait se lasser, pas de l'intelligence artificielle en général, mais de la création instantanée, facile, accessible, l'humour, tu comprends? Déjà, je vois, chez nous, en tout cas, on regarde ça, puis on en parlait à des amis, puis eux autres aussi disent, c'est rendu que c'est n'importe quoi, on reçoit toutes sortes de cochonneries. Fait que, tu sais, la cochonnerie, c'est bien fait. Moi qui ai été, c'est pour ça que ça m'intéresse, je t'explique pourquoi, Luc. Moi, en 1985, je te donne un exemple, c'est pas pour être plus brillant qu'un autre, là. Mais je disais à des gens, il y a un succès extraordinaire au Québec, Mike Sherona, là. Tu sais, le Mike Sherona, parfait. Oui. J'ai dit aux gens, j'ai dit, écoutez bien, moi, là, faut que je vous dise que j'ai une fierté intérieure que je ne partage pas. J'en parle à toi parce que c'est un prof de marketing que j'aime beaucoup, puis je te considère un ami. Mike Sherona, j'ai dit, moi, en 1986, en faisant un personnage qui s'appelait Julien Raisin, j'ai fait Bernard de Rome. C'est le même gag. Bernard de Rome au lieu de Ben on the Run. C'est le même gag. Ce qui me fait plaisir, c'est de dire aux gens, on a fait ça en 86. Une des 4 tunes, dans un des 4 sketchs, dans un des 5 jours de la semaine en 86, c'était notre B.A.B.A. on travaillait là-dessus. On n'était pas plus intelligent que la planète. Juste dire, tu comprends mon lien? C'est le même gag qui aujourd'hui fait un succès fou, que les gens aiment. Je suis content qu'ils aiment ça. Mais moi, je suis content d'avoir pensé à faire la même chose il y a 40 ans. Oui, et c'est intéressant. Cette chanson-là, dans une pub, ça avait été utilisé il y a grosso modo 10 à 12 ans pour une autre marque. Mais ça n'avait pas eu le même impact, le même, je dirais, airplay, portée. Mais c'est bien réussi, puis ça marche, là. Oui, puis à la fin, la moitié, c'est l'idée, puis la moitié, c'est le rendu. On a déjà vu des bonnes idées avec un rendu ordinaire, puis on a déjà vu des mauvaises idées avec un rendu extraordinaire. Il y a toutes les combinaisons sont possibles. Des fois, il y a ces mauvaises idées puis mauvais rendus. Dans ce cas-ci, bonne idée puis bon rendu. Puis ça donne évidemment cette campagne-là. Prof, tu penses qu'on va réussir? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Tu sais, les fameuses lunettes 3D, 4D, des télés 3D. Un de mes amis, j'agace tout le temps. Je dis, comment tu trouves ça, ta télé 3D avec les lunettes, tous les enfants de la famille? Lui a acheté ça puis s'est fait fourrer complètement. Ça n'a jamais marché. Il y a eu 2 émissions en fait dans j'exagère, là, volontairement. Mais tu sais, il a acheté ça pour rien. Parce qu'il a cru que la télé 3D, les lunettes, tout le monde dans le salon, il allait écouter, puis il allait avoir plein d'émissions de même. Finalement, il y en a 4 sur la planète, j'exagère encore. Mais là, donc, les formats immersifs, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le 3D, ça va-tu devenir un succès généralisé? Moi, j'ai de la misère à croire ça. Oui, moi aussi. Puis si on demandait à Mark Zuckerberg, il nous dirait que récemment, ses budgets de développement de ça. Justement, de ça, il les a déplacés du côté de l'intelligence artificielle. Mais ça en dit beaucoup, je trouve. Ça en dit beaucoup, Luc. Oui, parce que, dans le fond, souvenons-nous aussi qu'il a changé le nom même de la compagnie pour ça, Meta, hein? Oui. Métavers. Puis là, aujourd'hui, est-ce qu'il appellerait ça l'intalaire vert ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il inventerait, mais il nous a dit que les milliards qu'il avait déplacés du côté du métavers, ben, peut-être que c'était pas sa meilleure idée. Alors, pour moi, ça, c'est si c'était le protagoniste numéro 1 de tout ça, mettons qu'Apple n'était pas loin, puis Apple, ben, dans le métavers, ça n'a pas donné tout à fait les résultats attendus. Les lunettes virtuelles, ben, ça ne marche pas, on va le dire comme ça.
Ça ne marche pas au sens de les gens n'ont pas embarqué. De la même manière que ça fonctionne. Le système fonctionne. Puis le système fonctionne, mais sur le plan marketing, il n'y a pas d'intérêt. C'est toujours... Non. C'est ça ne marche pas. De la même manière que le 3D, ça marche sur le plan technologique. On s'entend, je vais faire la nuance pour être sûr. Ben oui. Mais la réalité, c'est que les gens ne veulent pas regarder la télé avec des lunettes. C'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disent, quand je regarde la TV, je ne veux pas mettre des lunettes. Puis le métavers, mettons c'est les jeux vidéo. Puis les jeux vidéo, j'en connais qui passent des journées là-dessus. Puis ce qu'ils aiment, c'est s'asseoir spontanément devant l'écran puis commencer à jouer avec ça. Ils veulent pas ils veulent pas aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est un petit peu ça, au-delà des... Mettons, au moment où on se parle à tout le moins, au-delà de l'utilisation anecdotique, où on a eu les Pokémon Go, tiens, ça serait un exemple de ça. Et pour beaucoup de personnes, c'est le moment où on a découvert l'intelligence, la réalité augmentée. Alors, je rappelle toujours que la différence, la réalité augmentée, c'est que tu prends un bout de quelque chose qui existe déjà puis tu en rajoutes une couche. Ouais. Alors que dans le cas de la réalité virtuelle, elle est construite de toutes pièces. Donc, il y a ce que tu penses qu'il y a autour de toi puis ce qu'il y a autour de toi, c'est deux choses différentes. Au moment où on se parle, force est de constater que probablement que soudainement, à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout le monde a pris ses billes et les a déplacées. Alors, je reviens à l'exemple de Meta. Pour moi, c'est le meilleur exemple. Oui. J'ai changé mon nom pour évoquer le métavers. Puis au bout d'une couple d'années, j'ai brûlé, grosso modo, plusieurs dizaines de milliards de dollars, Gilles, là-dedans. Ouais. Puis là, je dis, je vais prendre ça. Puis je vais déplacer ça du côté de l'intelligence artificielle. Tu as remarqué récemment... Mais lui a pu faire ce changement-là parce que, contrairement à Lyon Électrique, il y avait moyen de perdre de l'argent. Oui, mais on rit, mais c'est ça la force de ces grands réseaux-là. Certainement. Ils en font des erreurs. C'est ça, c'est intéressant, prof Dupont. Oui. Parce que vous dites, mon cher Luc, qu'il s'est planté de dizaines de milliards. Mais quand t'es sur la fesse, comme on dit souvent, que tu n'as pas beaucoup d'argent, puis tu fais une erreur demain, c'est assez pour te faire fermer, là. Oui, ils sont en même temps, je ne sais pas si le mot chanceux est bon, mais en même temps, effectivement, ils ont accès à beaucoup de capital. L'autre exemple que je te donnerai, c'est Amazon. Ben oui. Amazon, à travers le temps, depuis 1995-96, autour d'eux, a fait l'acquisition de centaines d'entreprises. Et il y a plein de ces entreprises-là qui n'existent plus aujourd'hui. À la fin, ce n'est pas une science exacte. De la même manière que j'entendais récemment quelqu'un vanter beaucoup les produits Kirkland de Costco, qui sont effectivement des produits, je dois dire, exceptionnels. Il doit en avoir dans la maison ici 20 à 25, facile. Et souvent, c'est supérieur même à la marque, la vraie marque, là, qui est à côté. Puis souvent, l'un puis l'autre, c'est pas mal la même chose. L'industrie, par exemple, de la couche serait un exemple. Longtemps, on est allé voir Huggies et Pampers, puis on a dit, il y en a juste un des deux qui va être dans l'entrepôt, puis celui-là qui va être dans l'entrepôt va nous faire nos couches sans nom. Puis éventuellement, c'est devenu tellement gros que Kirkland est allé dans une autre direction. Mais dans le cas de Kirkland, j'entendais le gars qui a été là longtemps, puis qui expliquait, écoutez, je ne suis pas plus intelligent qu'une autre personne. À un moment donné, je suis tombé dans un article dans un magazine spécialisé qui annonçait l'arrivée des marques, appelons-les maison, là, ou des marques privées, là, ou des marques sans nom. Parfois, on les appelait comme ça aussi, là, quoi qu'on n'est pas en train de décrire tout à fait la même réalité, mais puisque Kirkland a un nom dans ce cas-ci. Mais ce qu'il disait, c'est qu'au début, Costco avait plusieurs marques maison. Et ce qui s'est passé, c'est que complètement par hasard, à un moment donné, il visite un des entrepôts Costco, pas loin de chez lui, puis il dit « Montrez-moi donc le tel produit. » Alors, tel produit, ce qu'il nomme, c'est un produit, une marque maison de Costco. Et spontanément, le gars qui met les produits sur les tablettes dit « Monsieur, on ne l'a pas, ce produit-là. » Et il dit « Non, c'est impossible. C'est sûr que vous avez la marque maison Costco de tel type de produit. » Et il dit, attends un petit peu, je vais aller me promener dans l'étagère puis je vais te le montrer que tu l'as et que tu penses que tu ne l'as pas. Puis il dit que c'est cet incident-là, Gilles, il est revenu au bureau le lendemain matin puis il a dit, on ne peut pas avoir plusieurs marques maison. Ça prend une. Il faut en avoir une. Et c'est là qu'ils ont dit, on va prendre Kirkland. Kirkland, c'était à cette époque-là, c'est là où l'aventure Costco avait commencé. La ville, c'est la ville, parce que moi, je l'ai visité. Oui, la ville, oui, c'est ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. À côté de Seattle. Oui, et c'était quelqu'un qui avait travaillé précédemment chez Club Price. Alors, à un moment donné, l'histoire veut qu'il a dit j'ai 2-3 idées, est-ce qu'on peut passer, on pourrait utiliser ces idées-là. Le gars de Club Price a dit sont bonnes, mais on ne les fera pas tout de suite. Puis il était tellement
mettons, frustré, qui a dit, je vais traverser la rue puis je vais créer quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Puis on connaît la suite de l'histoire. Éventuellement, les deux ont fusionné. Puis je rappelle toujours que si vous êtes attentif quand vous sortez du Costco, il y a encore le logo du Club Price. La personne qui est en train de vérifier là, vos achats, là, regardez au-dessus de sa tête, en ligne droite, là. Il est là, le logo de Club Price. Il est encore dans le Costco. C'est volontaire, il est encore disparu. Il est encore là. C'est juste qu'on est tellement plus habitué de le voir qu'on ne le reconnaît pas. Même si je te rappelle toujours que je connais encore des gens qui me disent qu'ils vont au Club Price la fin de semaine. Ah oui. Puis ça n'existe plus depuis 1994. Alors, ou qui roulent sur Saint-Cyril à Québec alors que c'est René Lévesque depuis 30 ans. Oui, ça. Mais quand même. Et qui prennent du vallon parce qu'ils reviennent du cégep Sainte-Foy. Ils prennent du vallon n'est plus là depuis 15-20 ans. Mais on s'habitue. Je voulais avoir une question. Je voulais poser une question qui est liée à un domaine qui est carrément dans ton expertise, la pub. Parce que la pub, c'est de la création. Pour moi, la pub, ça a été une inspiration souvent. Puis je pense que la pub s'est inspirée aussi de la création de créateurs comme nous à l'époque où on faisait de l'humour. D'autres en faisaient aussi. Mais là, je vois qu'il y a pas un déplacement, mais une nouvelle façon. Tu vas me dire que c'est pas nouveau, là, probablement que je m'attends à une réponse comme ça, mais tu sais, tout ce qui s'appelle TikTok, YouTube, les fameux podcasts ou des gens qui s'improvisent ou qui, par leur réseau assez large, se mettent à devenir des influenceurs de pub. Moi, l'exemple qui me vient au Québec, c'est Olivier Primo, là, qui teste ses poutines, puis là, tout le monde l'invite, puis il y a des files de monde. Là, à Québec, on a sur Cartier la Nouvelle Folie, que je savais même pas que c'était une Nouvelle Folie, on m'a dit que c'était TikTok, puis je l'aurais jamais su, mais je voyais qu'il y avait une file à pu finir sur Cartier. C'est Papa Sandwich, je pense que ça s'appelle comme ça. C'est une folie furieuse. Il y avait une file à pu finir. Puis ce qui est très drôle, Luc, c'est que c'était un public de gens de 18 à 25 ans. Là. Fait que tu voyais très bien que c'était pas des gens qui avaient vu ça sur Facebook. Là. Fait que c'était TikTok par le même. Donc, il y a eu un buzz disant que les sandwichs sont mieux. Mais c'est genre d'affaires que moi, j'avais vu en Europe. Tu sais, t'arrives à quelque part, tu te rends compte qu'il y a une file à pu finir 3 coins de rue. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu une vedette qui est là puis il va signer des autographes? Non. Il y a un café de telle sorte qui est fait spécial avec telle bebelle. Je dis, voyons donc. Puis moi, probablement que c'est mon âge, là. Mais pensez-vous qu'il va prendre 45, 50, 60 minutes pour aller chercher un café que je connais même pas, mais parce qu'il est sur CA. Puis, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est pas tellement de boire le café, c'est de prendre la photo devant la bâtisse ou dans la bâtisse pour dire I was there. Mais mon point est suivant. Est-ce que la pub, entre guillemets, traditionnelle, a encore sa place ou s'il va falloir être tiré partout? Oui, puis avant de répondre, je te dirais, Gilles, que si tu avais choisi toi, là, de faire de la pub, là, mais tu vas me dire que tu en faisais, tu en lisais, la pub, mais et tu en as certainement conçu. Je sais que tu as rencontré souvent les clients parce que tu disais... J'aimais ça. J'aimais ça pour vrai, la pub. Ça peut être une méchante bonne idée de rencontrer le client, de l'écouter parler. Il va te le dire, là, ce qu'il voudrait entendre, puis après ça, tu vas essayer de faire quelque chose qui peut ressembler à ça. Tu ne peux pas inventer ça. Ça doit sortir de quelque part, mais tu aurais été un excellent publicitaire. Je parle de créateur là, et de création. Oui, parce que ça a été ma vie. Ce que tu faisais avec le zoo et la jungle, le glissement là, entre faire ça sur le plan du contenu puis faire ça sur le plan publicitaire. Là. Puis dans le temps aussi, l'humour était extraordinairement populaire. Elle l'est toujours, tu me diras, au Québec. Mais très, très libre aussi. On avait des limites qui aujourd'hui sont fermées. Là. Oui, et c'est un âge d'or, puis je veux pas... Mais Luc, ton point est intéressant. Je me permets de te dire quelque chose que tu ne sais pas, puis que les gens ne savent pas, puis c'est pas important. Mais dans le contexte, tu vas voir un des grands dirigeants de pub, Luc Dussault, à Québec, me disait, moi, je fais ce métier-là parce que j'ai écouté du zoo. Oui. Ça m'a charmé, puis ça me fait plaisir. Je pense pas qu'il disait ça juste pour me faire plaisir. Il disait ça parce que c'était vrai. Et récemment, j'ai vu le directeur financier qu'on voit dans tout le RDI un peu partout me dire « Je fais ce métier-là parce que je t'ai entendu parler avec Vincent Delisle d'économie. » Oui. Il dit « C'est ça que je veux faire. » Fait que ça, c'est le fun. Puis j'ajoute un élément à ça d'une discussion qu'on a eue il y a quelques minutes sur Mike Chirona, là. Parce que non, je t'explique, ça vient compléter la question que je viens de poser, c'est-à-dire qu'un bon concept au bon moment, même si il aurait pu se faire il y a 40 ans, ce qu'on rencontre ici aujourd'hui, ça marche. Ça peut marcher. Donc, c'est pas juste des Olivier Primo qui donne 9,8 sa poutine et qui fait un hit, là. Dans le fond, ta réponse va probablement être si c'est bon, peu importe le moyen avec lequel on le fait. Ça pourrait être ça? Oui, et l'exemple que tu viens de donner de Rona, par glissement, au fond, ce que tu faisais dans le temps, puis ça, on est dans les mêmes univers, on est dans les métiers de la création. Complètement. Puis la seule nuance, bien évidemment, c'est que dans un cas, peut-être on se moquait de quelque chose ou de quelqu'un.
Et dans l'autre cas, ben, on fait la promotion d'un produit ou d'un service. Mais on est dans les mêmes univers. De la même manière que si on avait à évaluer TikTok, YouTube, les podcasts, les infolettes, etc. Dans le fond, je te donnerais 4 ou 5 mots-clés, puis tu vas me dire, c'est drôle, c'est tous des mots de radio. Je te parlerai de format. Je t'ai entendu parler de format 1000 fois dans ta vie. De code. Il y a des choses que tu peux raconter sur telle station puis que tu ne pouvais pas faire ailleurs. Dans le temps, là, la jungle, oui. Il n'aurait pas pu être sur n'importe quelle autre station. Là. Il y avait comme un code, puis on savait que ce matin... Puis il y a le matin aussi. Il y a ton état d'esprit du matin, qui à ce moment-là était pour beaucoup de stations un état d'esprit très sérieux. Puis souvent, on dit que le show du matin puis le show de l'après-midi, là, du retour, ça peut pas être le même show. Non. Parce que l'après-midi, tu as ta journée dans le corps. Peut-être qu'il faut que ça soit un petit peu plus léger, un petit peu plus rigolo. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser, mais qu'on ne peut pas avoir des choses, des moments sérieux. Mais le style... Encore, on est dans la radio. Le ton, on est dans la radio. L'efficacité. C'est très à la mode aujourd'hui de dire que toutes ces nouvelles plateformes-là ont tout changé, mais dans le fond, les formats, la variété des formats, l'engagement, les communautés. Je crois que la jungle avait sa communauté. Tu pouvais te promener à quelque part, entrer dans un resto, puis tu entendais un petit bout de quelque chose qui ressemblait... c'est le temps d'une dinde, là. Oui. Je l'ai encore, je pourrais te le chanter. Puis il faisait mal. Fais-nous grâce de ça. mais alors, tout ça, ce matin, je donne mon cours de culture pop. J'enseigne au printemps. J'aime ça assez pour même enseigner le printemps. Puis j'avais mon premier cours. Puis il y a 2 personnes qui m'ont posé une question sur le même livre. Et là, j'ai dit que c'est bizarre parce que c'est un livre pas familier avec ce qu'on m'a posé comme question. Et là, il y en a une qui m'explique après le cours, elle m'envoie un message, elle me dit « Monsieur, je veux juste vous dire, je vais vous expliquer pourquoi ce livre-là, il marche autant. C'est TikTok Book. » Alors, je ne savais pas que sur TikTok, de plus en plus maintenant... ils vont pousser des livres? Là, plus simplement pour faire rire, puis amuser, ou autre. C'est aussi une occasion pour les gens de dire avec un hashtag en particulier, de dire « j'ai lu tel livre, puis je pense que vous pourriez l'aimer aussi un petit peu. » De la même manière que Oprah le faisait dans les années 80-90. Puis qu'elle avait lancé son club de livres, puis qu'elle était une folie. Alors, c'est juste par glissement. Même chose pour YouTube. Les podcasts, moi, je suis un certain nombre de podcasts, puis chaque matin, je me réveille, puis Apple me dit « Hey, un tel que tu suis, là, puis que tu aimes bien, là, il vient de déposer le podcast. » Alors, ça nous rappelle aussi les forces et les limites du podcast. C'est qu'il faut que tu le découvres, le podcast. Hein? Il faut que tu t'enfarges dedans. Oui, puis il y en a des millions et des centaines de millions maintenant. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a une saturation. Maintenant, il y aura toujours de la place pour quelqu'un d'intéressant puis qu'il y a quelque chose de le fun à raconter. Mais il faut que tu le découvres. Puis c'était l'avantage de la radio dans le temps, c'est que tu t'enfargeais dedans, tôt ou tard. Puis c'est pour ça que le premier sondage BBM de quelqu'un qui venait de commencer à faire son émission, c'était pas instantané comme succès, mais c'était graduel. Puis éventuellement, ça prenait une vitesse de croisière à peu près à bien des égards comme les podcasts d'aujourd'hui. Mais vois-tu, pour clore notre discussion qui est extraordinaire, on voit qu'il y a, oui, il y a du nouveau, tout ça, mais il reste que, finalement, tu as des médias. Ce qui me semble être le plus, entre guillemets, en péril, c'est les grands médias de masse, les grands journaux, les grands réseaux, les grandes... Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont tous tomber, mais ça me semble une évidence qu'eux, d'abord, ont commencé à mettre de l'argent ailleurs, comme, mettons, SO a décidé d'acheter des parts importantes dans le développement des nouvelles... mettons, de l'électricité, des panneaux solaires, parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, à un moment donné, on va passer à d'autres choses. Mais... ça, on le voit, là, les médias, la radio traditionnelle, les réseaux traditionnels. Dans le sport, c'est encore plus évident parce qu'il y a une avancée incroyable. On en a parlé ensemble souvent des grandes corpos qui ont énormément d'argent qui peuvent rentrer dans ce domaine-là. Mais la multiplication des possibilités de podcast en est un excellent. TikTok, c'est ça aussi. Ça va aller chercher toutes sortes de monde n'importe quand avec des algorithmes nationaux, régionaux. Fait que, c'est vraiment un développement fou, là. Donc, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir des grosses audiences dans des grands médias comme avant, parce que la multiplication de l'offre fait que c'est presque devenu impossible. Oui, et ce que tu viens de décrire là, c'est évidemment sur le plan à peu près exclusivement des technologies. Oui.
Mais évidemment, et c'est souvent l'excuse qu'utilisent les médias en disant on est coincé à cause des nouvelles habitudes. Puis c'est pas faux. Il y a effectivement de nouvelles habitudes. Accessibilité, commodité, diversité, barrière à l'entrée aussi qui est beaucoup plus faible qu'autrefois pour lancer quelque chose qui s'appellerait un média. La preuve d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, toi puis moi, là. Oui. Mais je vais rajouter un autre élément qui est excessivement important et qui est, à mon avis, inexcusable de la part des médias traditionnels. C'est que quand tu changes le modèle d'affaires des médias, alors toi, dans le temps, Gilles, à la radio, là, il fallait que tu livres. Hein? Ben oui. Il fallait parce que... La job est en jeu 3 fois par année. À toutes les fois. Puis les gars peuvent faire semblant qu'ils sont au-dessus de ça. Remarque, il y en a qui sont assez francs même j'en entends parfois qui disent « Je vous cacherai pas que la soirée d'avant, je peux pas faire semblant que je suis pas nerveux un peu parce que on le sait pas. La réalité, c'est qu'on le sait pas. La nature humaine, c'est souvent imprévisible. Mais donc, dans le temps, le modèle d'affaires reposait sur la vente de pub parce qu'il y avait beaucoup de paires d'oreilles puis de paires d'yeux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a changé le modèle d'affaires. C'est le gouvernement qui patche les trous, puis ça l'a changé les médias. En d'autres mots, le slogan du jour, si tu changes le modèle d'affaires, tu changes les médias. Et on l'a vu, je pense, lors de la dernière campagne électorale. Et ça, tôt ou tard, ben c'est quelque chose qui va finir par affaiblir. D'ailleurs, ils sont déjà beaucoup plus faibles qu'autrefois, les médias traditionnels, à cause de ce problème-là. Puis on l'a vu durant un débat, par exemple, où on a dit, eux autres, ils n'ont pas le droit de poser de questions. Eux autres étant ce qu'on appellerait les médias alternatifs. Ouais. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Puis ça n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Rien à voir avec les nouvelles technologies. C'est le modèle d'affaires qui a changé parce que la nature ou la situation financière ou économique des médias a tellement changé qu'il y a des affaires autrefois qu'on n'aurait pas pu faire puis qu'on fait aujourd'hui. Et vice-versa. Merci, Luc. C'est un plaisir. Au plaisir. Bye.